médias étaient une découverte, les médias ont été pardon, une découverte pour moi. Et vous verrez tout à l'heure, ça sera très, très intéressant. On aura des choses à se dire. Donc voilà, c'est un petit peu moi et puis on parlera tout à l'heure. Voilà. Je pense que c'est moi, d'accord. Mais moi, bonjour à tous. Moi, je suis Marie-Paul Babli. De formation, je suis juriste en droit international, privé et public. Actuellement, je suis également enseignante dans les écoles de ce qu'on appelle les business schools, donc les écoles de commerce en droit, bien sûr. Je les prends de la 3e à la 5e année. Et en parallèle, donc, je suis également membre d'un cabinet d'avocats situé à Bruxelles et à Paris avec des amis avocats, principalement africains, je tiens à le souligner. Et se rajoute à mon arc maintenant les conférences. Voilà. Parce qu'il y a un moment où il faut sortir de sa réserve et pouvoir s'exprimer sur des thématiques qui vous intéressent, surtout lorsque vous voulez faire changer les choses. Et donc je suis ravie, ce n'est pas la première sur la CPI, mais elle intervient dans un contexte particulier de ce qui s'est passé via le procès Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Donc moi, aujourd'hui, je vais orienter mes propos sous forme de bilan de cette CPI aujourd'hui. Et bien sûr, si elle respecte les fondements sur lesquels elle a été créée, c'est-à-dire les principes généraux et les valeurs universelles et de droits de l'homme. Donc c'est vrai que c'est assez costaud. Je vais beaucoup parler droit aujourd'hui. Je crois que si certains doutaient que j'étais juriste aujourd'hui, les articles de Claude vont pleuvoir aujourd'hui, mais je vais quand même l'adapter au niveau de chacun, parce que pour faire toute une démonstration, il faut montrer que les arguments sur lesquels nous soutenons notre défense sont plausibles, basés sur le droit. En tant que juriste, je ne peux que m'appuyer sur les articles. Donc je pense qu'aujourd'hui, nous aurons l'occasion d'échanger et bien sûr, de voir ensemble ce que nous pouvons faire. Parce qu'après tout, ce n'est pas Marie-Paul qui donne son expertise, elle ne fait qu'inciter les autres à également la rejoindre sur le plan de la lutte. Voilà, à tout à l'heure. Merci Marie-Paul, merci Congo. Donc je vous remercie tous pour votre présence ici dans cette salle, et je remercie aussi Ojan pour l'organisation de la conférence et pour ses activités sur Lyon et tout ça. Donc moi je suis Thibaut Aubout, je suis consultant stratégique, je suis écrivain sur des thématiques un peu diverses, mais qui ont pour centre l'Afrique en général. Donc les premiers ouvrages, c'est sur la stratégie de l'organisateur face au monde du travail. Et on essaie d'analyser un peu le monde du travail et voir pourquoi ce monde du travail ne fonctionne pas comme il devrait fonctionner pour que chacun ait une occupation. Donc j'interviens dans une école d'ingénieurs qui s'appelle le CESI de Cachan, dans lequel j'enseigne. Et donc le deuxième ouvrage, c'est sur la Côte d'Ivoire, c'est bâtir la Côte d'Ivoire. On s'est dit, et je me suis dit, comment se fait-il que dans un pays où il y a tant de talents comme les autres pays africains, comment se fait-il qu'on n'arrive pas à les sortir et faire en sorte que chacun donne le meilleur de soi pour qu'on arrive à harmoniser et faire en sorte que ça ne soit pas un pays pour certains et que les autres sont à la marge. Par exemple, quand on veut construire un terrain de football, on peut s'intéresser aux gens du pays, c'est-à-dire aux gens du village, aux gens de la région, savoir qu'ils sont très très bons. Ils peuvent nous apporter quelque chose. En général, on ne s'intéresse pas à eux. On vient, on implante et puis on part. Mais il y a un problème. Ce qui fait que, 1, en termes d'entretien, c'est pas fait. 3, en termes de réalisation, ça met beaucoup de temps, parce que les gens s'intéressent pas. Alors que dans le coin, on a des gens très intéressants. Le troisième ouvrage, c'est ce que vous avez sur vos tables, c'est l'universalité africaine face à l'ingratitude du monde européen et sémite. Je me suis dit, comment se fait-il que l'Africain est à la base de tout ce dont on bénéficie aujourd'hui? Les connaissances, le droit dont parle Marie-Paul, la médecine
Je dis, mais vous parlez de l'Afrique, mais vous êtes habillé comme un Européen. La chance qu'on a fait des recherches. On se rend compte que quand on voit les graphies du 6e, 7e siècle, les gens étaient déjà habillés comme ça. Mais comme entre-temps, tout a été cassé, on nous montre toujours l'Africain habillé, j'ai rien contre, mais en boubou. C'est pas mauvais non plus. Mais sauf qu'il faut expliquer. Pourquoi on s'habille en boubou? On s'habille parce que les gens n'étaient pas indépendants. Les gens n'avaient pas leur indépendance. Ils n'avaient pas la création. Quand un Africain a sa création, mais toutes les créations actuelles de haute couture, vous les avez au 5e siècle. Par exemple, le livre que j'ai écrit sur la femme, c'est-à-dire le pouvoir divin de la femme noire africaine, dans ce livre-là, je mets que des statues des femmes habillées comme les femmes d'aujourd'hui. Mais c'est les femmes du 3e, du 4e, 6e, 17e siècle. Mais vous vous dites, mais c'est pas possible. Ça existait déjà tout ça. Mais oui, ça existe. Sauf que c'est pas porté à notre connaissance. Le but du jeu, c'est de porter ça à notre connaissance pour que on l'utilise comme des atouts, comme des outils qui nous permettent de mieux nous organiser et de faire en sorte qu'on arrive à apporter des solutions à nos différents, on va dire, difficultés au quotidien qu'on croise tout le temps, à tout moment, y compris même dans les organisations de conférences. 13h, on commence à 1 heure après, les gens vont arriver à 16h après, mais tout ça, ce sont des conséquences, en fait, des drames que nous suivons tout le temps. On vit ça au quotidien. Et on ne fait pas souvent attention aux choses. Même il y a des choses qu'on ne voit pas, mais qui ne nous arrangent pas, donc qu'on peut accepter. Vous voyez, par exemple, c'est un exemple, mais c'est un exemple comme un autre. On avait sur la table de Coca-Cola. Coca-Cola n'a pas participé financièrement à cette conférence. Et ça va être filmé, parce qu'il y a des gens qui vont y filmer, ils sont à table, ils vont filmer. Et quand on montre ça, on va voir. Ils ont été financés par Coca-Cola. Ou ils ont été financés, alors ce qui n'est pas le cas. Donc, quand on a tout ça, eh bien, on agit différemment. Et on agit de façon normale, quoi, pour qu'on avance, pour que la communauté avance et pour que chacun soit respecté au final. Voilà. Donc, j'ai ce qu'on appelle Africains du Monde, c'est une organisation qui défend les intérêts des Africains sur les 5 continents. Ça veut dire quoi? Quand vous allez au Japon, les premiers habitants du Japon, en fait, c'est les gens comme vous. C'est les Africains, en fait, les Japonais. Mais ils ont été mis en minorité. Ils représentent aujourd'hui, on va dire, 10% de la population. Donc là-bas, c'était eux, il y avait qu'eux. Ils n'existent pratiquement plus. Pareil pour l'Europe. En fait, sur tous les continents, c'est le cas. Donc si on ne parle pas de ces personnes-là, mais ils vont plus exister. Donc le but du jeu, c'est de parler d'eux et de faire en sorte qu'on arrive à sauver leur vie. C'est un peu ça. Et là, récemment, on a créé la Côte d'Ivoire pour tous dans la justice. Pourquoi? Parce qu'il faut aussi être au niveau du terrain dans le décisionnel. C'est vrai, on peut écrire, on peut faire des conférences, mais tant que ce n'est pas traduit sur le terrain, mais ça resterait toujours en l'air. Alors si c'est traduit sur le terrain et que dans d'autres pays il y a aussi des gens comme ça, on finira par se croiser. Et si on finit par se croiser, on peut mettre des atouts en place. Par exemple, avant que vous arriviez, il y a le frère qui m'a posé une question. Il m'a dit, mais écoutez, comment se fait-il qu'aujourd'hui, on a des difficultés entre ethnies et tout ça? Comment on peut faire pour ne pas qu'on ait ces difficultés-là? Parce qu'aujourd'hui, bonjour Jean-François, aujourd'hui, c'est ce qui fait qu'on a des difficultés. On se bat entre nous et comment on peut faire pour y arriver? Et donc, je lui dis, mais c'est ça. Si on est indépendant, si on est autonome, si on a notre décision, nos propres décisions, il n'y aura plus de problème d'ethnie. Puisqu'en réalité, ce sont des langues. Et ces langues ont été... Non, je ne suis pas lancé. Et ces langues ont été juste créées pour permettre de trouver des solutions entre ceux qui vivent sur ces territoires. Vous voyez? Donc, je vais laisser la parole à notre frère Congo pour qu'il intervienne sur les médias et l'Afrique. Et puis après, Marie-Paul va continuer aussi sur les médias et sur la technologie. Et on va continuer sur la justice moderne et le droit, un legs africain. Voilà. Je te remercie
Thibaut pour cette brillante intervention en tout cas. Alors, donc, le thème que sur lequel je vais aujourd'hui échanger avec vous, c'est les médias occidentaux. Donc, comme je disais, c'était... Ah bon? Oui, il faut parler plus fort. Moi, j'ai une grosse voix, donc on y va. Il y a un retour, donc tu peux parler même sans micro. Parce qu'il y a un retour, le micro a un retour. Ok, c'est parfait. Vous m'entendez là? C'est parfait? On Ouais. essaye de... comme on est live. Mhm. Voilà. Pour ceux qui bon, je pense qu'il y a certaines personnes qui me connaissent ici, comme tout à l'heure on m'a présenté, je suis Congo, David Kimani. J'ai un média que j'ai mis en place avec ce monsieur, Assis Fils Armand. Alors, ce média est un média qui se diffuse en streaming. C'est une radio qui se diffuse en streaming, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, pardon. Une radio, elle diffuse normalement en ondes hertziennes. Pour ne pas être trop technique, en ondes hertziennes, c'est la radio classique que vous avez chez vous, que vous aviez connue quand papa, maman, le transistor. Voilà, on avait une petite antenne qu'on dépliait et puis on pouvait capter des émissions et voilà. Donc nous, déjà on avait un aspect financier, on ne pouvait pas rentrer dans les coûts. Et je suis d'origine de la Côte d'Ivoire. Donc sur la toile, sur Facebook, pour ceux qui vont sur Facebook de temps en temps, il y a un petit phénomène de certaines personnes qui se filment, qui donnent leur ressenti politique, on les surnomme les cyberactivistes politiques. Et donc il m'est arrivé par moment de pouvoir aussi être un petit peu critique sur la vie politique de mon pays. Mais ça ne me suffisait pas parce que je trouvais qu'il y avait une nécessité de pouvoir échanger et de pouvoir apporter pas seulement qu'à la communauté ivoirienne, mais au peuple noir dans son ensemble. Donc je suis parti dans cette idée de vouloir créer quelque chose à la fois ludique, culturel, parler d'histoire. Et puis il m'a dit, écoute, Congo, on n'a pas les moyens, c'est intéressant ce que tu dis, on n'a pas les moyens. Je lui ai dit, non, il faut oser, il faut qu'on rêve, il faut oser, il faut qu'on rêve, il faut qu'on trouve quelque chose pour pouvoir mettre en place un média. Et puis je suis parti avec les moyens dont on a pu rassembler, on a acheté du matériel et on a créé notre radio qui s'appelle Atomblanc FM. Alors, Atomblanc, pourquoi? On va rentrer directement dans le sujet. Atomblanc, pour ceux qui ne savent pas, je suis d'origine à Caen. On a le tam-tam parleur. Atomblanc, c'est un outil qui fédère, c'est un outil par lequel on communique, c'est un outil en même temps avec lequel on vit, parce qu'on peut avoir des messages de guerre, on peut avoir des messages aussi de tristesse, des funérailles, on peut avoir des moments de célébration comme la fête de l'Igname. En tout cas, le tam-tam parleur fédère dans notre culture à Caen, chez moi en tout cas. Et puis FM, comme toute radio, on s'est dit, bon voilà, on va essayer de juxtaposer les deux. Mais ce qui semble intéressant, c'est que le média, dans sa définition la plus classique, le média a pour but d'être quelque chose qui diffuse largement. C'est un outil plus ou moins de propagande. Voilà, c'est un outil de propagande. On peut faire de la propagande par le livre. On a vu avec le Mein Kampf d'Hitler, par exemple. On peut faire de la propagande aussi avec la radio. Vous vous rappelez de Radio 1000 Collines au Rwanda, dont tout le monde en a parlé. On peut faire de la propagande télévisuelle. On a vu avec la guerre froide, l'URSS et les États-Unis. Et la publicité. Tout à l'heure, il parlait de Coca-Cola. C'était intéressant. Donc, c'est aussi de la propagande. Donc, il disait, on n'a pas forcément besoin là de donner de la force à Coca-Cola parce qu'on n'a rien signé avec Coca-Cola. Et même si on ne le faisait pas, si les gens voyaient dans une vidéo, ils voyaient les canettes, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y a un deal qui s'est fait avec Coca-Cola. Bon, voilà. Mais c'est une sorte de propagande aussi. C'est de la publicité. Donc, le média a pour base de diffuser largement. Le média a pour but de diffuser largement. Alors, quand on parle des médias occidentaux et l'Afrique, ce n'est pas forcément les mêmes rapports que les médias occidentaux ont avec certains autres continents, comme l'Asie ou même l'Europe. L'Afrique, c'est une particularité. Et c'est ce qui était vraiment intéressant dans les recherches que j'ai pu faire. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression que le rapport que les médias occidentaux ont avec l'Afrique n'ont jamais varié. Vous me direz comment? Je vais vous expliquer. N'ont jamais varié. Et ces rapports-là, en tout cas des médias occidentaux, ont les mêmes typologies, les mêmes caractéristiques que les autres secteurs. Ce n'est pas seulement que les médias, la politique, l'économie et tous les autres secteurs. Il y a une certaine ingratitude qui plus ou moins n'est pas forcément
n'est pas révélé. J'ai essayé de faire quelques petits plans, mais je ne voulais pas être trop technique, trop académique, comme si on était dans une école. On va se parler franchement, on est dans le cadre d'une conférence, mais je vais essayer d'être vraiment simple dans ma construction. Alors, à l'époque, en Afrique, pour ceux qui ont un petit peu étudié, on a l'Afrique occidentale française, qu'on appelle l'AOF, tout le monde a connu. L'AOF aussi, l'Afrique équatoriale française. On a les pays anglophones qui ont été colonisés par la Grande-Bretagne, et puis on a les pays lusophones, tels que l'Angola, voilà, qui ont été des pays percés par le Portugal. En ce qui concerne l'AOF, à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale, les premiers médias ont commencé à vraiment voir le jour dès 1881, parce qu'il y avait une loi, en fait, il y avait une loi sur la presse qui avait été votée à l'époque par Michel Debré en France. Et Dakar, le Sénégal, était la capitale plus ou moins administrative de ces pays de l'Afrique occidentale française. Qu'est-ce qui s'est passé? On a donné une pseudo-liberté, on a donné une pseudo-liberté aux journaux de l'Empire français, de la colonie française au Sénégal. Et qu'est-ce qui était présenté? Dans un premier temps, c'était les bienfaits de la Grande France, aux sorties de la Seconde Guerre mondiale. On sait que la Seconde Guerre mondiale, il y a eu ce qu'on appelle les tirailleurs, il y a eu tout ce qu'on a connu, on a connu par la suite aussi avec l'affaire de Carole, mais il n'y avait pas vraiment cette presse-là libre, cette presse libre comme ce fut en France, aux sorties de la Seconde Guerre mondiale, parce que la plupart des journaux qui ont commencé à vendre véritablement en France étaient des journaux sous Vichy, qui étaient traités comme des journaux qui ne devaient pas en fait être publiés, être vendus. Donc il y a normalement, avec toute cette solidarité des pays africains qui sont venus aider la France pour pouvoir se séparer du Troisième Reich, normalement, ces journaux-là devaient donner aussi cette reconnaissance de la liberté de la presse à partir du Sénégal et dans les autres pays qui étaient aux alentours, le Mali, la Côte d'Ivoire et autres. Mais on s'est rendu compte que ce paternalisme que la France a toujours gardé, hein, ce papa gaulois qui protège ses sujets, voilà, a toujours été maintenu, et même aux sorties de la Seconde Guerre mondiale, maintenu. On a des journaux qui sont connus aujourd'hui, qui sont des grands groupes de presse au Sénégal, comme Le Soleil de Dakar, qui, dans mes recherches, à ma grande surprise, n'appartenait même pas forcément aux citoyens sénégalais, faisait partie du groupe Breteuil. C'était le comte de Breteuil, qui était le propriétaire. Il y avait les Matins d'Abidjan, et oui, les Matins d'Abidjan qui s'est mué par la suite, qui est devenu Fraternité Matin. Les Matins d'Abidjan aussi faisaient partie du groupe Breteuil. Donc c'est vraiment intéressant, je remercie Lojad de m'avoir poussé à faire ces recherches. Donc, on va parler de la presse, qui est un élément important, un élément essentiel. Chez moi à Abidjan, quand j'étais enfant, on appelait ça du journal papier. Voilà, mon papa il avait son Fraternité Matin, son devoir soir, et qui lisait, je le voyais en train de lire. Et donc la presse est un élément essentiel, est un outil essentiel. Comme j'ai dit quand j'ai parlé des médias, j'ai parlé de propagande, c'est un outil essentiel. Alors il y a plusieurs étapes dans ce domaine. Il y a ce qu'on appelle déjà la fabrication, l'édition et puis l'impression. Est-ce que nos pays africains dans ce domaine-là sont véritablement dotés de ce qu'il faut? Non. J'ai fait des recherches, j'ai pas vu grand-chose. J'ai vu simplement que nous avons une presse, bien évidemment en Afrique, on reste en AOF, en Afrique occidentale française. Voilà. Dans la zone AOF, on a vraiment des journaux, des groupes de presse qui sont vraiment qui ont des tuteurs, qui sont pour la plupart sous la tutelle des grands groupes français. Est-ce que ça continue jusqu'à aujourd'hui en termes de bilan? Parce qu'on a 1 heure, je ne vais pas vraiment m'étaler. Est-ce que ça continue? Oui, effectivement, ça continue. Ça continue sous un autre angle. Et j'aurai le temps de rentrer en détail dans ce que j'aurai à relater. Alors, il y a quand même une particularité en Afrique de l'Ouest, Afrique occidentale française. On a, avec l'avènement du SFIO, pour ceux qui connaissent un petit peu la politique française, qui est le parti mère même du Parti socialiste français. SFIO, SFIO. SFIO, vous voulez que je vous dise? Oui. SFIO, en fait, c'est l'ancêtre du Parti socialiste français. Il existe toujours le Parti socialiste français? Oui, il existe. Ah, d'accord, je sais pas. Le 10 à 3%. Mais le SFIO, effectivement, c'est l'ancêtre en fait du Parti socialiste français. C'est quoi la particularité? Parce qu'on reste toujours dans l'Afrique occidentale française. On a la Guinée-Conakry.
On a la Guinée-Conakry qui essaie de sortir son épingle du jeu. Parce que la Guinée-Conakry, avec Sékou Touré, vous vous rappelez, c'est le seul, sinon l'un des seuls, qui a eu à refuser d'avoir cette indépendance sous assistance française. Donc il fallait, la France avait décidé de couper les ponts complètement avec la Guinée-Conakry, de telle sorte que la Guinée aille demander pardon. On a besoin d'un groupe aussi pour pouvoir avoir des journaux crédibles en Guinée-Conakry. Et c'était pas le cas. C'était pas le cas parce que le SFIO, qui était un parti socialiste, et à l'époque le parti socialiste et le parti communiste français, étaient plus ou moins en relation avec l'URSS. Donc il fallait que dans cette partie de l'AOF là, que des journaux tels que le journal Oroya en Guinée, sortent quelque chose de différent. Et une critique assez poussée contre le pouvoir français, et une critique contre ce paternalisme gaulliste qui existait. Donc c'est le seul dans la partie occidentale française, en Afrique subsaharienne, je veux dire Afrique de l'Ouest, qui a pu sortir son épingle du jeu. Mais avec le temps, la presse guinéenne ne s'est pas bonifiée, ne s'est pas enrichie parce qu'il n'avait pas les moyens. Vous savez comment la Guinée, comment l'économie guinéenne se comporte et comment en termes de corruption et de gestion en Guinée et les choses se passent, et même sur le plan politique aujourd'hui, comment les choses se passent. Mais sinon, l'initiative d'avoir une presse plus ou moins libre au sortir de cette Seconde Guerre mondiale et les périodes post-indépendance, la Guinée était quand même en avance sur la critique, la gestion du pouvoir français, le paternalisme français, le parrainage qu'Houphouët-Boigny avait aussi dans l'Afrique de l'Ouest. C'était les journaux guinéens qui, à cette époque-là, en l'occurrence Oroya, qui critiquaient véritablement cette mainmise de la France sur ce média presse qui existait. Alors, j'ai eu quand même, je vais vous lire quand même un petit truc que j'ai trouvé pas mal, presse coloniale, religieuse et syndicale, j'ai eu à prendre comme référence en fait le journal Afrique des RFI à ce sujet. Et je vais partager quelque chose avec vous. Pourquoi j'ai pris RFI? Tout simplement parce que si je prenais un journal ivoirien qui s'appelle Le Temps, c'est un journal pro Babo. Voilà, on aurait deviné automatiquement. Voilà, bon, c'est un journal pro Babo, on critique la France, Babo actuellement il est en Belgique. Moi je préfère toujours prendre ce qui est opposé idéologiquement pour pouvoir tirer quelque chose de positif. Donc, presse coloniale, religieuse et syndicale, ça vient d'RFI Afrique. Je vous donnerai les références tout à l'heure si vous le souhaitez. L'invention de la presse en Afrique noire francophone qui s'est faite progressivement au gré de l'installation des premières imprimeries françaises sur les côtes du continent remonte en effet à l'année 1856. C'est de cette année que daterait la naissance de la première publication noire francophone éditée à Saint-Louis, au Sénégal. Le moniteur administratif du Sénégal et Dépendance, dont le titre laisse penser qu'il s'agissait probablement du journal officiel de l'administration coloniale. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le Sénégal est un symbole. Le Sénégal est un symbole de l'administration française et de notre histoire également. Et je vous ai fait part de quelque chose tout à l'heure, c'est l'imprimerie qui nous fait défaut. Donc déjà dans cette première partie, déjà, on nous a dit qu'en termes de fabrication, en termes d'impression, même pas idéologiquement, en termes d'impression de fabrication, on est déjà dépendant de la France. Ça, c'est un premier point déjà. On est déjà dépendant de la France, avant les idées. Pourquoi le Sénégal? Sans doute parce que la loi française sur la liberté de la presse y est applicable dès 1881. Comme je l'ai dit tout à l'heure, dans les villes de Saint-Louis, Gorée, Rufisque, puis Dakar. Voir l'article Liberté de la presse, retour sur une histoire marquée par des hauts et des bas, publié par l'agence de presse sénégalaise le 3 mai 2010, pour ceux qui veulent aller avoir plus de détails. Mais ils ont indiqué que une toute première publication en langue africaine, Misamou Miyayenge, que l'on pourrait traduire par la bonne nouvelle, est fondée en 1891, mais pas dans notre zone, pas, bon, quand je dis notre zone parce que je suis ivoirien, pas dans la partie AOF, Afrique occidentale française, plutôt dans la partie équatoriale, Afrique équatoriale française, le Congo, principalement. Mais à la différence de l'Afrique occidentale française, l'Afrique équatoriale française s'est remarquée par une particularité dans ses médias, dans la presse en particulier. Au Congo, on a une presse plutôt religieuse, d'approche religieuse, c'est même pas du paternalisme, c'est de la propagande religieuse. Voilà, tout simplement. C'est-à-dire que si le peuple congolais
décide de revendiquer son droit par rapport aux mains coupées au temps du Congo Léopoldville, on aura une presse qui sera plutôt paternaliste qui dira tendez la joue gauche, quoi, en gros, quoi. Voilà, comme le Christ l'a dit, on vous frappe sur la joue droite, tendez la joue gauche. Il n'y a pas cet esprit critique, voilà, cet esprit critique qui donne une certaine liberté de penser, une certaine liberté de philosophie. Donc, et la preuve, le Congo-Brazzaville, qui est juste un pays voisin du Congo-Kinshasa, a eu pour premier président Albert Fubayulu, qui est un prêtre. Donc voilà, c'est vraiment illustratif. Ça explique véritablement ce côté ingrat dans le secteur presse qui existe dans la partie où on parle le français. Maintenant, il y a quelque chose qui, moi, m'a marqué, c'est dans la partie anglophone. Oui. Ah, il faut que je parle encore fort. Ah, c'est chaud, hein. Attendez, un peu d'eau. Bon, pour les micros, Ouais, je c'est vais essayer nécessaire, de... oui. Allô. Oui. Alors, dans la partie anglophone, ce qui m'a marqué, parce que je n'ai pas fait de recherche bien avant, dans la partie anglophone, ce qui m'a marqué, c'est que, de la même manière, en dehors des médias, dont les pays qui ont été colonisés par la Grande-Bretagne se comportent aujourd'hui, c'est de cette même manière qu'en termes d'histoire, les pays qui ont été colonisés par la Grande-Bretagne ont eu cette approche-là des médias. Qu'est-ce que je veux dire? On a, alors, excusez-moi parce que je ne retiens pas tout, Cape Town Gazette and African Advisor. C'est un grand groupe qui est en Afrique du Sud et qui est aussi en Sierra Leone et au Libéria. Alors, le Cape Town Gazette, déjà dans les années 1800, début des années 1800, qu'est-ce que la Grande-Bretagne a fait? Ils savaient que déjà il y avait beaucoup, par contre, de diplômés dans ces pays anglophones et il fallait leur trouver un nouveau point de chute. L'exemple du Libéria, par exemple, créer un pays avec des afro-descendants venant des États-Unis et tout. Donc, c'est dans cette même idée-là qu'il y avait un retour vers le continent de certaines personnes, des avocats, des docteurs, mais qui avaient cette idée de venir défier la presse classique, la presse royale de Grande-Bretagne, qui était déjà dans ses colonies. Ce fut le cas, par exemple, le cas au Ghana. On a Kwame Nkrumah et ses amis qui ont essayé de bouleverser les règles préétablies en Gold Coast, qui est le Ghana. Il y a eu aussi le cas du Libéria. Il y a eu le cas aussi en Sierra Leone, il y a eu le cas aussi en Afrique du Sud. La particularité dans des pays tels que le Nigeria est un État fédéral très vaste. Ils ont essayé, économiquement déjà, il faut savoir que les populations autochtones pesaient. Les populations Igbo, Yoruba pesaient. Et on avait aussi des lettrés, comme la mère de Fela Nicolas Bokuti, et comme pas mal de Nigérians qui ont étudié en Angleterre, qui par la suite sont revenus dans leur pays au Nigeria. Et ils vont décider, en dehors du côté politique, il y avait aussi l'aspect économique, de mettre en place une presse qui pouvait défendre les aspects économiques de certaines communautés, telles que les Igbo, telles que les Yoruba, par exemple. Et la différence de ce que nous avons, nous possédons en Afrique de l'Ouest, un AOF et tout, il y avait un aspect économique, d'informer économiquement, de pouvoir posséder économiquement. Et quand on parle d'économie, il faut forcément parler libéral. Donc, ils n'avaient pas ce côté public comme on a dans un média public où il y a forcément l'État, comme ce qu'on fait en France. On ne donne pas forcément cette opportunité-là aux gens de pouvoir créer une presse indépendante ou libre, où il y a l'esprit de compétitivité, où il y a plusieurs challengers. Et donc, ça se voit dans les pays anglophones. Aujourd'hui, vous remarquerez qu'ils ont une presse qui est assez diversifiée. Ils ont une presse qui est assez... Il y a plusieurs groupes de presse et qui sont sérieux économiquement parce qu'ils ont un capital déjà assez sérieux. Ils ont un capital qu'ils peuvent pérenniser avec le temps. Et donc, dans mes recherches, en termes de presse, aujourd'hui dans la partie des anciennes colonies anglophones, ils sont largement en avance sur nous, au moins sur 40 ans et 50 ans. Une étude de l'université d'Oxford indique comme ça que au niveau des médias, sur l'année 2012, dans les pays anglophones, tels que le Nigeria, il y a eu 60 milliards en termes d'investissement.
au niveau de la diaspora, seulement pour investir dans les médias. Je ne parle pas de toute la population nigériane au sein de l'État fédéral du Nigeria. Je parle de la diaspora nigériane. Donc c'est pour vous dire que c'est une continuité. C'est une continuité. Vous imaginez que dans un pays francophone, quand je dis francophone, le pays d'Afrique où on parle français, on investit 60 milliards dans les médias. C'est hallucinant, ça n'existe pas. Ça n'existe strictement pas. Pareil, comme les pays en Afrique équatoriale, au niveau des pays lusophones, vous savez que le Portugal est un pays traditionnellement catholique. Le Portugal est un pays traditionnellement catholique. Les pays qu'ils ont historiquement, je ne vais pas dire annexés en Afrique ou occupés en Afrique, sont des pays tels que la Guinée-Bissau, mais le pays phare c'est l'Angola. Donc le pays phare c'est l'Angola, et l'Angola a eu son indépendance au courant des années 70. Et nous savons que le Portugal par la suite a eu à chuter économiquement depuis la fin des années 80. Alors quel type de presse? J'ai fait des recherches, j'ai pas vu grand chose. C'est une presse qui est aussi dans le même élan religieux, beaucoup dans le même élan religieux. Il y a aussi un certain paternalisme qui perdure dans les pays lusophones en termes de presse. Je vais vous parler de la radio. Comme moi-même, je me suis présenté en tant que la radio, par contre, c'est très intéressant. La radio, c'est très intéressant parce qu'il y a une particularité dans la radio. Je me permets de poser, j'aime bien, parce que ça n'a jamais changé. Vous permettez que j'échange un petit peu avec eux? Bien sûr. Je pose une ou deux questions. Voilà. Alors, pour vous, je pose à monsieur. Voilà. Je peux vous poser une question? Oui. Alors, à votre avis, si je vous dis par exemple les radios privées, pas d'État, les radios privées au Kenya, à votre avis, il y a combien, donnez un chiffre hein, comme ça, de radios privées au Kenya? Radio privée? Oui. Je pourrais dire 15. 15, d'accord. Radio privée, radio associatif, hein, je mets dans le même lot, associatif, privé, au Kenya, à peu près combien? Associatif. 15 ou 20. 15, 20, d'accord. Au Burkina Faso. Burkina? Aucune. Ça, je peux pas. Non, donnez un chiffre comme ça, allez, 1, 2, 1, ça lui suppose. Burkina, je vais peut-être dire 30. Au cas où, 30. 30? Ouais. Au cas où. Merci, il est sur la bonne voie. Nous, personnellement, moi, le premier, on me dirait au Burkina, il y a combien de radios privées associatives? J'aurais dit peut-être 9, 10 radios. On me dit au Kenya, je me dis 60. Mais c'est le contraire. C'est le contraire. Au Kenya, ils ont une trentaine de radios privées associatives. Et au Burkina Faso, il y a un boom exponentiel. Il y en a à peu près 5 ans. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Et pourquoi? Et c'est ce qui semble intéressant en fait dans le cas des radios. Une radio, elle se capte sur la FM, ce qu'on appelle les bandes hertziennes. Les bandes hertziennes, c'est avec des antennes, tout ça. Et ce qui s'est passé, tout à l'heure j'ai fait cas de la presse. Dans mes recherches, en cherchant, effectivement dans les pays anglophones, ils ont de grands groupes. Des groupes, quand j'ai des grands groupes, hein, les chaînes de télévision, en Afrique du Sud avec les CBC, tout ça, ils ont de grands groupes. Et ils ont des grands groupes qui s'étendent même, par exemple, la chaîne, la télé nationale kenyane, s'étend jusqu'en Tanzanie. C'est-à-dire qu'ils embauchent même des Tanzaniens dans leurs médias. Mais en ce qui concerne la radio privée et associative, les pays subsahariens ont connu un boom. Des pays tels que le Mali, des pays tels que le Burkina Faso ont connu un boom. Et l'avantage en fait de ces radios privées associatives est de substituer en fait le manquement qui existe en fait dans la presse. Dans la presse. C'est un petit peu ce que nous faisons sur Atom Blanc. On essaie de juguler ce que nous considérons comme pas propre. Voilà. Mais ils ont un boom. Et en termes de législation, l'État n'est pas si autoritaire que ça. Parce que déjà en termes de contrôle, pour les radios associatives, c'est très compliqué de dépêcher des agents régulateurs ou de contrôleurs au fin fond d'un village peul dans la forêt du Burkina Faso.
Donc avec très peu de moyens, on peut essayer de créer une petite radio. C'est qu'il y a un manquement en termes de régulation et de contrôle. Donc ce qui fait qu'il y a un boom exponentiel. Et ça permet aussi, surtout aux citoyens déjà, d'être toujours attachés à la radio. D'être toujours attachés à la radio, quels que soient les programmes que l'on sert à la radio. Les pays anglophones sont très classiques. En termes de radio, ils sont très classiques. Ils sont plus sur le visuel et plus sur la presse. Mais ils sont très classiques en termes de radio. Donc on va dire que dans les pays subsahariens, pour ceux qui ont fait des pays subsahariens, ils savent quand même qu'au niveau de la radio de proximité, il y a beaucoup de choses qui ont été créées, il y a beaucoup de choses qui ont émergé, des programmes, des artistes qui ont été révélés dans toutes ces choses-là. Le seul bémol, c'est qu'on n'a pas de moyens. Il faut le dire, le seul bémol, c'est qu'il n'y a pas de moyens. Donc, on va dire ça fait un partout. Hein. Et voilà, entre la presse et... Voilà. Et la télévision. Tout le monde regarde la télévision. Et M. Armand Silfis qui est là, qui est un habitué de la télévision ivoirienne, pour ceux qui ont connu la télévision ivoirienne. Alors la télévision, c'est différent. C'est différent parce que les pays d'Afrique occidentale française ont progressivement inculqué le quotidien, les habitudes avec la télévision. Les années 60, 1960, proclamation de pas mal d'indépendance dans la zone AOF. Certains pays n'avaient pas encore même de télévision nationale, hein, à l'instar du Togo et du Bénin. La Côte d'Ivoire, en 1961, je parle de la Côte d'Ivoire en particulier, parce que c'est assez illustratif, en 1961, décide comme ça fonder ce qu'on appelle la radio-télévision ivoirienne, la RTI, qui demeure aujourd'hui la seule télé encore existant en Côte d'Ivoire, hélas. Et la radio-télévision ivoirienne est dans le même registre de l'ORTF. C'est dans le même registre de l'ORTF. L'ORTF qui est la télévision française, qui est la télé française, qui était la télé française de l'époque, mais c'est la télé en fait paternaliste. Tout à l'heure je parlais de presse, 1881, reconnaissance de la liberté de la presse aux sorties, même pas, 1881, reconnaissance de la presse, et 1945 avec Michel Debré qui décide de vraiment ouvrir l'espace en fait de la presse aux Français et aux colonies françaises. Et là, on est dans le même registre, dans la même posture que ce qu'on connaît en France. Mais différemment, parce que la télé n'est pas dans le commun de l'Ivoirien, du Sénégalais, du Burkinabé. Et voilà, déjà, ils découvrent le média de la télé, mais la télé, elle est filtrée. C'est même pas qu'elle est cadrée, elle est filtrée. Elle est filtrée en termes de programme, en termes de ce qu'on doit dire. Et la Côte d'Ivoire, à cette époque, je dis 1961, donc vous imaginez 1961, la Côte d'Ivoire a les moyens de sa politique entre guillemets, mais d'autres pays, même le Sénégal, n'avait pas encore découvert la télé dans certaines localités comme Tambacounda ou Kaolack, par exemple, au Sénégal. 80. Oui. Donc, il y a 1960, fin 60, la période des coups d'État en Afrique, et puis la télé décide de changer. Qu'est-ce qui se passe? Il y a dans pas mal de régimes, même au Burkina Faso, les militaires arrivent au pouvoir et décident vraiment de faire une télé, une télé un peu soviétique. Une télé un peu soviétique, il n'y a pas de liberté, il n'y a pas d'alternative en termes de création d'autres chaînes de télévision. Et comme je le disais tout à l'heure, on parle de libéralisation de l'audiovisuel en Côte d'Ivoire. Je vais encore rebondir sur la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas encore une réalité. Ce n'est pas encore une réalité. Et en réfléchissant, je me suis dit pourquoi. Vous en avez même parlé à Marcia Eclipse à l'époque. Je me suis dit pourquoi. Mais c'est juste pour des raisons politiques. Le nœud en fait du problème aujourd'hui, dans la partie ouest africaine, est politique. Presse, politique, télévision, politique. Et la différence aux pays anglophones, il y a un nœud qui agit, c'est l'économie. Il y a un certain libéralisme qui existe aujourd'hui. Et vous prenez, par exemple, si vous avez un bouquet africain, allez-y dans les pays, par exemple, allez sur un bouquet ghanéen ou nigérian, ils ont peut-être 3000 chaînes de télé. C'est une réalité. 3000 chaînes de télé. Mais la télévision, vous verrez que les programmes qui sont servis par les chaînes télévisuelles
ont des spécificités. Qu'on aime ou pas. Il y a des gens ici qui aiment aller prier à l'église. Jure. Vous allez sur God TV, tac. Vous appelez God TV. Autant de louanges de midi à midi. Vous allez sur une télé, par exemple, économique, où on parle d'économie, d'investissement, vous êtes servi. Mais chez nous, on est un concentré. Quand je dis chez nous, dans la partie ouest africaine, francophone, on est un concentré. Mais le concentré ne nous donne pas le choix. Parce que ce concentré a une teinte politique. Politique. Et vous verrez, c'est le même secteur. Peut-être la télévision malienne, en termes de qualité visuelle, ne sera pas au top par rapport à la qualité de la télé ivoirienne. Mais dans le fond reste le même. Le fond reste le même. Donc le nœud du problème dans l'approche des médias occidentaux par rapport à l'Afrique, sur la télévision et la presse, est quelque chose qui a été savamment orchestré, qui perdure. Peut-être les médias occidentaux, quand ils critiquent, ils ne se projettent pas dans la conséquence des actes qu'ils ont posés dans le passé vis-à-vis de l'Afrique. Parce que quand ils montrent un portrait de la presse ivoirienne, par exemple, ils vont dire que la presse ivoirienne n'est pas recadrée, que la presse ivoirienne attise les flammes d'un énième conflit en 2020, l'approche des élections. Mais c'est vous qui les avez formés. C'est ça le problème. C'est vous qui les avez formés. C'est comme moi, j'éduque mon enfant. Je lui dis, écoute, pour être très bon, pour être très fort à l'école, il faut manger des féculents. Enfin, il bouffe des féculents, et après, il devient bizarre. Et il échoue à l'école de surcroît. Et je lui dis, écoute, t'as pas bien mangé les féculents, va aller manger telle dose de féculents et tout. Et c'est moi, c'est mon fils. C'est moi, j'ai formé mon fils. Donc, le résultat que nous avons aujourd'hui sur l'échec télévisuel est le fait de la France. Mais si je pars plus loin dans mes recherches, je vais poser encore une question à quelqu'un. Je vous pose une question parce que vous revenez beaucoup la tête, je sens que vous me suivez. Alors, j'ai pour vous les redevances de diffusion télévisuelle. À votre avis, l'Afrique paie combien de redevances télévisuelles, on va dire, aux pays occidentaux par an? À mon avis, je pense qu'on ne devait même pas payer de moi. Oui, mais là, je ne vais pas répéter. Voilà, à votre avis, combien? Je dis un tiers ou bien Bon, d'accord. Quelqu'un un chiffre? 100 milliards, par exemple. 500 milliards. De redevances? 500 milliards. C'est pas. Mais c'est quoi, toute l'Afrique ou que la La là tu parles de quoi? Ah, la partie Non. ouest-africaine. Alors, Il paye à qui? À la France? bien sûr. Ben pourquoi il paierait à la France? Voilà, je vais en venir. C'est ça aussi les médias. C'est- On va parler de ça. Ah, Alors, qui a entendu parler de Rascom? Ah ouais, avec moi, ça Kadhafi. me- ouais. Ok. En fait, Satellite de c'est Kadhafi. Rascom, c'est une organisation régionale qui existe déjà très longtemps, qui a été concrétisée en 2007, quand Mohamed Kadhafi était là. Mais Rascom avait pour but déjà en 1992, en 1992, Rascom avait deux stations, une au Cameroun et une à Abidjan. Le projet, c'était de mettre en place une régie satellitaire en termes de diffusion, que ce soit dans nos programmes télévisuels, nos programmes en termes de renseignement. Mais surtout, il y avait un projet économique derrière, puisque la Banque mondiale a participé du moins la Banque africaine de développement et la BOAD aussi, la Banque africaine de développement, a intervenu dans le projet Rascom, et Kadhafi aussi, en fonds propres aussi, a intervenu dans Rascom. Ce projet avait pour but de réduire, parce que quand je parlais des diffusions, ce que les gens ignorent, vous voyez là, actuellement, nous sommes en pleine Coupe d'Afrique des Nations. Voilà. Et vous savez qu'il y a un problème de diffusion. Par exemple, vous avez des bouquets, pour ceux qui ont des bouquets africains, vous ne pouvez pas suivre les matchs. Pourtant, vous payez un abonnement. Et Beansport a l'exclusivité de ces matchs. Alors que normalement, si on avait un satellite qui était propre à nous, on aurait à diffuser nos programmes, personne ne nous aurait donné de contraintes ou personne n'aurait coupé la diffusion de nos matchs. Et pire, les États faisant partie déjà de l'organisation africaine qui ont piloté le projet Rascom seraient déjà gagnants par rapport à la diffusion de ces programmes. Parce qu'aujourd'hui, la Coupe d'Afrique des Nations est subie à travers le monde.
via des chaînes qui ne sont même pas des jeux, qui sont sous des fonds qataris, qui sont Bein Sport, de préférence. Donc, Rascom avait ce projet-là déjà de réduire le coût des diffusions par an des différents programmes et surtout de permettre que les différents pays africains puissent vraiment échanger en données météorologiques, échanger en termes de renseignements militaires. On peut aussi avoir plein de choses dans la géographie, avoir des données qui sont plus récentes. Voici le projet Rascom. Alors, ce projet, aussi pour ceux qui sont dans la diaspora, avec Rascom, vous avez l'avantage de réduire le coût de communication au téléphone. Parce que souvent, on se plaint quand on cause sur la carte téléphonique, ça se coupe et puis on dit, ouais, ça s'embêtait. On dit, oui, c'est coupé. Vous voyez? Donc, il y avait ce projet-là. Bon, le projet Rascom a pris un coup. Kadhafi, on sait ce qui s'est passé. Il est toujours d'actualité. Mais malheureusement, le projet Rascom a pris un coup. Donc, il y a aussi de l'argent à débourser encore pour ça. La fibre optique. Je parle des moyens de diffusion, ce qui aujourd'hui est réel aujourd'hui. En Afrique, Internet, c'est 18%. C'est étonnant. Pourtant, on voit beaucoup de gens sur Facebook qui partagent des trucs sur 18%. Pourquoi je parle d'Internet? Internet fait partie des médias. Les livres aussi. La preuve, M. Thibault nous parlera de son livre tout à l'heure. C'est une forme aussi d'enseigner, de propager, de répandre aussi l'information. Tout à l'heure, il disait, je suis en costume. Les gens diront, pourquoi je suis en costume? C'est l'information, on est d'accord? Voilà. Donc, pourquoi je parle d'Internet? Le média que j'ai créé aujourd'hui à Doublan repose 100% sur Internet. C'est du streaming. C'est une clé de diffusion sur Internet. Et Internet, aujourd'hui, doit être pour nous un atout. Mais on utilise Internet comment? Avec la fibre optique. Pour ceux qui connaissent la fibre optique, c'est des câbles sous-marins. Est-ce que les pays africains, aujourd'hui, produisent des câbles sous-marins? T'en connais? Aucun. Bon, j'aurais appris il n'y a pas très longtemps que le Maroc s'est lancé. Mais pour ceux qui savent ce que c'est que le Maroc est le seul pays aujourd'hui qui a pu lancer un satellite d'observation militaire. Le Maroc, sponsorisé par Paris. Ne me posez pas de questions. Mais le Maroc a ce projet de fabriquer la fibre optique qu'elle va revendre. Dites-moi dans le temps, pour ne pas que je sois long. Voilà. Qu'elle va revendre encore 2-3 fois plus cher, comme les pays européens le font aux pays africains. Donc, 18% en termes d'utilisation Internet, c'est faible, c'est peu par rapport aux médias, par rapport à l'acquisition de l'information, par rapport au fait de dompter ce média, c'est-à-dire dompter Internet et d'en faire un média puissant sur le continent africain, c'est peu. Mais il y a une possibilité, il ne faut pas qu'on soit si fataliste que ça. Moi, je ne viens pas seulement vous dire que c'est la mort, c'est la catastrophe. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Il y a aujourd'hui ce qu'on appelle la nanotechnologie, puisque je parle en fait je parle des médias, il faut que je touche un petit peu tout. Alors, tu as entendu qu'il y a 3 jeunes Ghanéens qui sont dans une université qui ont lancé un satellite à partir d'une base au Japon. Vous avez entendu parler de ça? Oui. Vous avez entendu parler? Oui. Voilà, super. Alors, la nanotechnologie, c'est quoi? C'est une compression, en fait. Un satellite, il peut être comme ça. Excuse-moi, frère. Ça peut être un satellite. Ça peut être un satellite. La nanotechnologie. C'est un concentré de technologie. Et ça nous permet de pouvoir, déjà, maîtriser notre technologie, 2, l'acquisition des satellites, que ce soit pour la radio, la télévision et plein d'autres choses. Mais le bémol, c'est quoi? C'est que je fabrique mon satellite, je vais donner mon satellite à quelqu'un pour le lancer. C'est-à-dire, il peut encore ouvrir ou voir ce que je fabrique. Vous voyez? Je cherche à sortir de l'ornière pour pouvoir payer en deçà de 500 milliards. Vous voyez? Donc, je ne suis pas fataliste en ce qui concerne le média. Je ne suis pas fataliste, mais il y a une réalité. Il faut qu'on casse les codes sur la presse. Sur la presse écrite. Il faut qu'on casse les codes parce qu'elle est assez politisée. Elle a gardé les anciens dogmes et les fondements de ce système-là français qu'on appelle la 5e République.
comme on parle des médias occidentaux, le pays, malheureusement, qui est assez prépondérant, que ce soit sur notre presse écrite, que ce soit sur nos médias au quotidien, radio, télévision, c'est cet état-là, la France. Il faut qu'on casse les dents, parce que jusqu'à aujourd'hui, on a l'impression que quand M. Vincent Hugues d'Europe, de l'Express, pardon, va sur, comment s'appelle la chaîne là, c'est plus télé, c'est quoi? C'est News, voilà. Il va sur CNews, quand il va parler de la presse ivoirienne, de la télé ivoirienne, il va dire ah bah oui, mais les Ivoiriens, on a une presse, on a une télévision qui est complètement obnubilée par le doc de M. Ouattara, Mais c'est vous. C'est vous, vous formez nos journalistes. C'est vous qui formez nos journalistes. C'est vous-même qui disposez. C'est vous qui disposez du matériel, parce que vous avez l'exclusivité de fournir la radio-télévision ivoirienne. Ça, les gens ne le savent pas, parce que Ouattara a re-signé à nouveau. Ouattara a re-signé à nouveau quand ils sont venus au pouvoir. Quand ils sont venus au pouvoir, ceux qui ont fait le plateau de la télévision ivoirienne, ce sont des journalistes français qui étaient à l'hôtel du Golfe, qui ont fait, qui ont fait TCI, Télé Côte d'Ivoire. C'est les mêmes gars qui l'ont fait. Donc, voir M. Hugues venir faire le journaliste qui est distant, je ne sais pas, franchement, les Ivoiriens, leur presse est tellement omnibulée par le culte de la personne. Mais dans le fond, on sait très bien que c'est vous. On sait très bien que c'est vous. Donc, la presse, les médias, radio et télévision dans l'espace ouest africain, on parle le français, ils doivent beaucoup évoluer et terminer la télévision numérique terrestre, la TNT, qui est en train de voir le jour, je vais terminer là, voilà, qui doit voir le jour là, dans ces jours-ci. C'est pas seulement qu'en Côte d'Ivoire, parce que les Ivoiriens actuellement font la publicité de la TNT comme si c'est le seul pays en Afrique. C'est un projet de Canal France International, c'est qui les sec, et que voilà, des temps, le Burkina aura aussi la TNT du tout, le Mali, voilà, ils auront tous la TNT. Mais la télévision numérique terrestre, juste pour vous dire, comme on parle des médias occidentaux, comment M. Xavier Nils, vous connaissez Xavier Nils? Voilà, de Free, est propriétaire de moins de chaînes en Côte d'Ivoire. Comment le groupe Lagardère se retrouve propriétaire de chaînes en Côte d'Ivoire, pas des médias occidentaux? D'accord? En fait, en termes de concurrence, ce n'est pas mauvais. Hein, d'accord? Si le marché ivoirien est ouvert aux capitaux étrangers, voilà, ce n'est pas mauvais. Mais on sait qu'idéologiquement, ce qu'Orange, en tant qu'opérateur téléphonique, nous serve chez nous, n'est pas notre avantage. En termes d'innovation technologique, en termes de formation de nos jeunes, en termes de développement, et en termes de coûts sur le plan économique, n'est pas notre avantage. Ce sont des multinationales qui se lavent les mains, qui sont à distance, mais qui sont à distance, qui disent « Oh non, démerdez-vous les Africains. Vous avez un cerveau, réfléchissez. » Mais dans le fond, c'est eux qui tirent les ficelles. Donc, il faudra aussi faire attention. Pourquoi je parle de cela? Je suis venu faire une conférence. C'est vrai que quand on explique les choses, pardon? Oui, quand on explique les choses, il faut vraiment aller en profondeur. Vous voyez, il faut vraiment aller en profondeur. J'ai fait la genèse assez brièvement, c'est dommage, parce que je dois intervenir, de ce que notre presse représente. C'est une presse qui n'est pas pensée par nous et pour nous. Il faut avoir une presse pensée par nous et pour nous. Contrairement aux pays qui ont été colonisés par la Grande-Bretagne, je ne suis pas là pour faire l'apologie de la colonisation. La colonisation est autant cruelle que la Shoah pour moi, personnellement, à titre personnel. Et les Anglais, ils ont aussi massacré nos parents comme il se doit. Mais à partir d'un moment, les gens réfléchissent. Le pouvoir de l'argent. Ça, je le dis sans complexe, parce que quand on a la totalité française, on est complexé par l'argent. Le pouvoir de l'argent. Vous voyez, pas l'argent pour jouer au football, mais l'argent pour investir. On peut peser autrement, penser économique pour peser dans le politique. Et c'est ce que l'Union européenne aujourd'hui fait. Parce que c'est l'économie aujourd'hui qui prend les grandes décisions. Donc, nous sommes dans un constat qui n'est pas reluisant quand on fait le bilan de tout ça, mais il y a des alternatives. Il faut penser économie pour pouvoir peser sur les politiques. Voici ce que j'avais à dire. Et puis, s'il y a des questions, ça va
rapidement, j'aurais une petite question si vous permettez. Bien sûr. Comme on a terminé, vous avez bien terminé par les alternatives, parce que c'est pas, l'idée n'est pas d'être dans un fatalisme sur. Et franchement, merci pour cette. J'ai l'impression que vous êtes plutôt historien. Vous avez fait une vraie genèse historique des médias occidentaux et jusqu'à aujourd'hui. Et pour ne pas tomber dans le fatalisme, comment est-ce qu'il y a aujourd'hui des alternatives en Afrique? Moi, je suis plus spécialisé dans les médias, sur les thématiques les problématiques de médias et diaspora. Mais en Afrique, sur le continent, est-ce qu'aujourd'hui on a des alternatives crédibles de médias indépendants, tels que le vôtre qui est ici en France, tel que le mien qui est ici en France, tel que, je sais pas, nos filles, les médias de la diaspora qu'on connaît ici, qui sont un peu indépendants? Est-ce que sur le continent, il y en a, hein, mais comme je n'ai pas le savoir que vous avez là-dessus, est-ce que vous pouvez nous brosser brièvement les alternatives qu'on peut avoir quand peut-être en Afrique de l'Ouest, si vous êtes plus spécialisé, ou ailleurs? D'accord. Ok, donc vous retiendrez votre question parce qu'il y a M. Obou Oui. qui a indiqué qu'à la fin, quand les différents intervenants passeront, Ok, on aura un quartier. ok, ça marche. Voilà. Mais je retiens. Hein. Ok, ça marche. Très bien. Alors, merci beaucoup Congo, parce que c'est tellement important d'avoir l'historique de tout ce que nous fréquentons au quotidien et de comprendre un peu le fonctionnement de ces médias qui ont également beaucoup joué dans le procès qui a eu lieu lors de la CPI. Donc peut-être que les questions qui viendront plus tard seront reliées à mon propos, mais je vais me lever parce que, à la différence de toi qui as plus de fougue, hein, c'est ça la jeunesse, je vais faire aujourd'hui exceptionnellement une sorte de mi-conférence, expliquer les choses qui est approprié, mais faire à la fin une sorte de plaidoyer. Pour interpeller toutes les personnes qui sont ici dans la salle, de l'association qui aujourd'hui occure au niveau de la Côte d'Ivoire et bien sûr du cas Gbagbo et Charles Blé Goudé. Moi, mon propos aujourd'hui, c'est la CPI. Le bilan, qu'est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons attendre de cette cour qui a suscité espoir à ses débuts et qui est aujourd'hui complètement remise en cause. Ce n'est pas Marie-Paul Babli qui le dit, c'est un constat général. Si vous êtes intéressé, vous partez sur Google, vous lisez un peu les articles de presse sur ce sujet, vous allez voir que de façon unanime, que ce soit des juristes, que ce soit des docteurs en droit, des avocats, tout le monde aujourd'hui se demande vraiment qu'est-ce qu'il faudrait faire de cette cour. Doit-on la fermer, complètement tout chambouler et la revoir, ou qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais vous montrer par ma démonstration quelques exemples précis pour que vous-même vous puissiez vous interroger personnellement. Avant de commencer, je le fais très rarement, mais je tenais à remercier certaines personnes. Je remercie l'OJAD de l'opportunité qu'elle donne vraiment de s'exprimer sur des sujets aussi importants et pertinents. Au travers donc de sa présidente, Flore, qui n'aime pas beaucoup se montrer, mais qui un jour ou l'autre forcément viendra au devant des choses. Elle ne veut pas rester tout le temps cachée. Je remercie et je vois des têtes que je vois comme cyberactiviste Armand, que je vois maintenant en face. Voilà, donc je vois qu'il ressemble un peu à ce qui paraît sur... donc je suis rassuré. Mes parents qui sont là aujourd'hui, qui se sont déplacés. Dans le plaidoyer que je fais, je ne peux omettre de remercier deux personnes particulièrement. Le docteur Bogasako, qui a beaucoup contribué sur la partie droits de l'homme, parce que c'est très important lorsqu'on veut faire ce genre de plaidoyer, d'interpeller les autres, qui sont des spécialistes sur des thématiques précises,
qui m'a aidé. Le docteur Jonas Zadi qui est en retard, mais bon, on peut avoir un doctorat et garder quelques mauvaises habitudes africaines. Il va se ramener à 17h et il posera des questions. Bon, ça fait partie du jeu. Maître Serizoku, qui a été l'avocat de Charles Blé Goudé et qui a donc également participé au travers de quelques procédures qu'ils ont utilisées lors du procès et qui est également le patron du cabinet d'avocats où je travaille, donc je l'en remercie, et qui m'a même appelé ce matin pour un soutien. Tout ça, c'est une contribution de divers Africains qui veulent voir avancer des causes. La CPI, Cour pénale internationale, c'est l'espoir d'un monde meilleur, qui était censé mettre fin à l'impunité des criminels de masse. Lorsqu'elle est créée en 1998 sur la base du statut de Rome, aujourd'hui tant contesté, elle se situe entre, bien sûr, le tribunal de Nuremberg à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, et bien sûr les tribunaux pénaux internationaux. Il y a eu le cas au Rwanda, en Yougoslavie, comme on sait, et puis ce qu'on appelle la justice transitionnelle, comme il y a eu lieu en Afrique du Sud, mais cela n'a pas donné les résultats escomptés. Il fallait donc créer une cour pour que tous les bourreaux qui commettaient des actions de crimes contre l'humanité, de crimes de génocide, de crimes de guerre et de crimes d'agression ne se sentent pas impunis. Il fallait donc avoir ce rôle préventif et dissuasif et de dire à toute personne, peu importe ton statut, président, ministre, si tu commets cette exaction, tu vas être jugé et sanctionné. Donc, c'est une coopération de pas mal d'États. Aujourd'hui, je prends des fiches parce qu'il y aura pas mal d'articles que je vais lire. Et c'est pour ça que je mets mes lunettes, parce que ce sont des lunettes de vue. Et donc, elle suscite cet espoir des pays. Il a ratifié aujourd'hui, il y a 123 pays sur 193 qui l'ont ratifié. Donc, il décide d'être l'application du statut de Rome. Et aujourd'hui, ces 123 pays vont se réunir quasiment annuellement pour son financement, pour voter le budget, pour élire le procureur et les juges. Et qui, bien sûr, va très vite créer une justice à deux vitesses. Bien. Alors, les auteurs des crimes qui devaient avoir une épée de Damoclès sur la tête, tout d'un coup se retrouvent en face d'une juridiction assez frileuse, mélangeant politico-juridique, médiocrité des dossiers, je peux le dire, et je vais le démontrer, mauvaise gouvernance, indépendance très douteuse, et qui est très vite remise en cause. De l'espoir à la désillusion. Je vais présenter mon propos sur 4 volets. Avant d'arriver, bien sûr, au clou du spectacle, qui a été le procès d'Agbo. Parce qu'on ne conteste pas une cour. Ah, ce n'est pas le procès d'Agbo qui a fait qu'il y a une contestation. Il y a eu, petit à petit, des erreurs qui ont été mises en place, qui ont justifié ces contestations. Premier volet, les pays, les preuves et le procureur. Je vais beaucoup synthétiser et je commence. Article 1 et 12, statut de Rome, nous parle du principe de complémentarité et de coopération. Pour qu'une affaire arrive devant la Cour, il faut que l'État qui a saisi la Cour décide de le faire parce qu'elle n'a pas les structures appropriées ou s'en désiste. C'est-à-dire tout simplement que si elle enquête sur une procédure et que la Cour est également compétente et que le pays décide de juger son père sur son terrain, la Cour est obligée de se dessaisir de l'affaire.
Donc, premier volet, je vous montre tout de suite que la Cour, elle coopère avec les États. Sinon, elle n'est pas compétente. Et de cette coopération, on va se rendre compte tout de suite de l'influence de ces États qui vont emmener des dossiers devant elle, très souvent en protégeant eux leurs intérêts et en éliminant ceux qui pouvaient être des opposants à leur politique. Pour avoir des preuves, le procureur qui a la charge de la preuve dans un procès, article 15 du statut de Rome, va donc coopérer avec les États, les ONG, les Nations Unies, pour requérir effectivement des dépositions, écrites ou orales. Alors, pour faire un bilan, aujourd'hui, de toutes les procédures qui ont eu lieu depuis 2002 à la CPI, sur 10 pays engagés, il y a 9 Africains. D'où le surnom de Cour pénale africaine. Ok, 9 Africains. Lorsqu'on commence déjà à se plaindre que la Cour ne fait que prendre des pays africains, tout de suite, elle va dire « nous sommes universels ». En 2014, elle va aller enquêter des enquêtes préliminaires, comme on le dit, sur des Britanniques qui ont commis des exactions lors du conflit en Irak, pour dire que nous sommes universels. Elle va aller voir la petite guerre entre la Géorgie et la Russie, en demandant à la Russie de coopérer, mais très vite la Russie va arrêter de coopérer, parce que je précise que la Russie a signé le traité mais ne l'a pas ratifié. Elle va aller alors là, le clou, avec les États-Unis. Elle dit, je vais aller voir ce que les soldats américains ont commis et la CIA aux États-Unis, parce qu'il y a eu des exactions là-bas. Et tout de suite, on voit la réplique très violente des Américains, qui leur rappelle que, si vous existez, c'est nous, financièrement et tout. Nous prenons notre souveraineté. S'il y a quelque action qui se passe d'un Américain, ils seront jugés en Amérique. Ce n'est pas à la Cour de décider ça. Vous menez n'importe quelle action, on vous ferme tout de suite. On bloque le visa de Mme Fatou Bensouda. Fin de l'enquête préliminaire. Je vous interroge. Est-ce que, ma première interrogation, cette Cour ne juge que les petits États qui, eux, ne devront pas revendiquer leur souveraineté? Bien sûr. C'est établi donc un rapport de force. Bien sûr. Les plus forts imposent donc leur loi. C'est clair. Eux, ils sont souverains. Principe du droit pénal, du droit public international. Mais les petits pays, eux, ont le droit de venir comme s'ils n'avaient pas les structures appropriées pour juger leur père. Deuxième volet, les preuves. Le procureur. Où est-ce qu'il prend ses preuves? Je vous ai dit, les ONG, on en parlera plus tard. Donc, il collecte les preuves en coopération, bien sûr, avec les États. Sachant que la plupart du temps, on aura le cas du Congo, où comme du premier procureur, M. Ocampo, comme la situation était très tendue au Congo, en conflit armé, il avait donc décidé, s'il vous plaît, de faire ce qu'on appelle, de chercher des preuves, comment dire, par ricochet. Donc, il a délégué à des personnes sur place la recherche de ses preuves pour lui envoyer parce qu'il ne s'était pas déplacé lui-même. Donc, c'était une bonne aubaine pour les personnes qui étaient sur le terrain d'avoir de l'argent. D'ailleurs, ça va se retrouver dans les témoins. Certains témoins viendront témoigner et très vite, on va se rendre compte, et vous allez le voir pour le procès Thomas Lubanga, le premier procès, que le premier témoin a dit tout de suite qu'il avait menti et qu'il voulait juste venir en Europe. Très vite, qu'il avait menti. Et le premier procès a été ajourné. Pendant que Ocampo est en train de faire la fête en Afrique du Sud, en Amérique du Sud, avec son ONG, laissant Fatou Bensouda, qui était son adjoint, actuellement gérer ça avec désolation.
Voilà comment se font des preuves. Je passe vraiment sur mes propos parce qu'on a manque de temps. On voudrait que vous posiez des questions. Et bien sûr, on arrive bien sûr au cas de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire où effectivement il fallait collecter aussi des preuves. Au début, le gouvernement de M. Alassane Ouattara avait coopéré jusqu'à ce que la Cour estime qu'elle devait aussi voir du côté de ses soldats à elle et de ses belligérants. Et tout d'un coup, en février 2016, elle sort donc un décret qui dit « Désormais, tout Ivoirien ne sera plus jugé à l'étranger ou devant une cour parce que nous avons les structures maintenant appropriées pour juger nos pères sur le territoire. » Je vais vous lire donc un premier article qui dit tout simplement, article 12, statut de Rome. Un État qui devient partie au statut accepte par là même la compétence de la Cour à l'égard des crimes. Elle accepte. La Côte d'Ivoire a ratifié le traité, accepte de transférer certains de ses membres à la Cour, mais quand il s'agit de certains membres, elle décide de ne plus se soumettre à cette Cour, violant un statut qu'elle a elle-même ratifié. Deuxième violation juridique. On va retrouver ce décret lors du procès Gbagbo. Qui sont ceux qui décident? Procureur, qui tout d'un coup a un rôle très important aujourd'hui, alors qu'il a la charge de la preuve. Les deux procureurs, il y a eu M. Ocampo, qui allait céder la place en 2012 à Mme Fatou Bensouda. Ocampo, écoutez, on va sur tous les médias, vous allez voir aujourd'hui où en est sa situation, accusé de fraude, malversation financière, etc., etc., dont les liens avec les États ont toujours été douteuses. Ce n'est pas Marie-Paul Babi qui le dit, tout le monde le sait. Il sera jugé prochainement. Il cède donc la place à Mme Fatou Bensouda. Elle est gambienne, elle est africaine. Il fallait donc taire tous ces détracteurs qui disaient que oui, la Cour était pour les Africains. Mais pourquoi dites-vous ça? Vous avez une de vos compatriotes là. Elle ne pourra que juger sur la base du statut de Rome. C'était ça, le propos. Fatou Bensouda, qui est magistrat de formation, qui a travaillé avec le gouvernement de Yaya Jammeh à l'époque, s'il vous plaît, qui avait un mandat d'arrêt pour crime sur la tête. Oui. D'accord? Donc elle a coopéré. Il n'est jamais allé à la CPI. Non. Très bien. Oui. Dans son équipe se retrouve M. Stephen Rapp, parce qu'ils se sont tous retrouvés là au tribunal du Rwanda en 1994 lorsqu'il y a eu la guerre, tribunal pénal du Rwanda. M. Stephen Rapp qui est devenu aujourd'hui ambassadeur américain pour les crimes de guerre. Son procureur canadien James Stewart est sorti aussi de la promotion. Donc c'est tout un petit groupe qui se connaissent. Très bien. Le New York Times dit d'elle, là, elle n'est pas très douée en plaidoirie, mais elle a une personnalité affable et ses compétences sont très organisationnelles. Ça veut dire qu'elle est une très bonne exécutante. Voilà. Qui juge à la CPI? Comme Dramani. Des juges. 18 juges qui sont là pour juger l'irréparable, pour appliquer le droit, rien que le droit. Qui sont là pour poser un sceau sur les traumatismes de guerre. Ils sont de différents pays. Nigérians, le président actuel de la Cour est du Nigeria, Chilobo, japonais, français, etc. Qui vont entendre les témoignages des victimes. Entre parenthèses, vous savez qu'il y a des victimes qui sont à la Cour, qui sont représentées par un avocat des victimes. D'accord? Et qui est là pour dire que telles personnes sont des victimes qui justifient le crime. Le seul problème, c'est que les victimes ont toujours été désignées par le gouvernement qui ont envoyé ceux qui seront jugés. Désigné comme ado. Donc, d'un camp, il y a des victimes, et dans un autre camp, il n'y a pas de victimes.
Et ce sont donc ces avocats qui vont donc statuer. Ils ont 15 000 € d'émolument par mois, net d'impôts. Pour être élu, ils doivent faire campagne devant les ONG et les États et les convaincre. Vous voyez hein, l'indépendance. La élection, donc bien sûr, donne lieu à beaucoup de transactions diplomatiques, tractations diplomatiques pour qu'ils soient élus. Ce ne sont pas des juges professionnels tous, beaucoup sont des anciens professeurs de droit, des juristes, etc. Mais ils ne sont pas des magistrats de formation. Donc vous pouvez, en fait, c'est une bonne carrière diplomatique. D'accord? Bien. Là qu'ils utilisent un code pénal, plus le traité et le statut de Rome, un code pénal, s'il vous plaît, négocié par des diplomates, qui va receler de pas mal de pièges pour rendre la procédure très complexe, très lente, de quoi à dégoûter le citoyen lambda et d'abandonner même un prisonnier en prison pour dire le faire est bouclé. Dans le secret des délibérés, on va prendre le temps, ça peut durer des mois, ad vitam aeternam. 8 mois pour rendre une procédure. Souvent. Pendant ce temps, vous pouvez rester en prison. Hein. Bien. Se battant sur le droit anglo-saxon et le droit romano-germanique. C'est pour ça, c'est-à-dire le droit romano-germanique issu de la France-Belgique et le droit anglo-saxon, donc américain, etc. 2 procédures au sein du même cours. Chacun voulant appliquer sa procédure à elle. Ces juges-là, ce sont eux qui décident que vous devez aller en prison. La prison de Scheveningen, oui. Elle a une salle de sport. Elle a une infirmerie. Elle a une télé. Certains m'ont dit, mais vous savez, le président Gbagbo, il était à Koroko, il n'était pas traité. Hein. Heureusement qu'on a emmené, sinon il serait mort. Ce à quoi je retorque, une prison reste une prison. Il y a des barreaux où tu n'as pas ta liberté. Lorsque je vous place ce contexte-là, et qu'on arrive maintenant aux contestations, déjà sur le premier volet, je vous interpelle sur le fonctionnement de cette cour. Est-ce que ces contestations sont légitimes? De dire que nous ne comprenons pas comment une cour indépendante puisse être autant en corrélation avec le Conseil de sécurité. Ce sont les Américains, c'est la France, c'est la Grande-Bretagne qui décide de qui va aller devant cette cour. Mais par contre, quand il s'agit d'eux, tout d'un coup, on ne peut pas les toucher. Au Kenya, c'était le cas. Lorsqu'il y a eu en 2013 le président Kenyatta contre Odinga, Odinga était le choix des Occidentaux. Il n'a jamais été inquiété. Par contre, les autres ont eu des mandats d'arrêt. Le même cas en Libye. Oui. Le Conseil de sécurité a exigé qu'il y ait des mandats d'arrêt contre certains membres du gouvernement de Kadhafi à l'époque. C'était dans le but d'obtenir des désistements. Une fois que Kadhafi a chuté, on leur a dit de poursuivre l'enquête. Ils ont refusé. Ils ont dit, oh, ce n'est plus la peine. Parce que qui allait être incriminé? Le fils de Kadhafi et bien sûr celui qui était des renseignements généraux libyens. Il allait peut-être sortir des données qu'ils ne voulaient pas qu'ils sortent. Ils ont laissé. Voilà les défendeurs. Comment ne pas s'interroger sur les liens assez particuliers de la CPI lors de son financement? Je vous ai dit que ce sont les États qui financent. Mais il y en a d'autres qui financent plus que d'autres. Et bien sûr, celui qui te finance, c'est lui qui aura un mot à dire hein, sur tes décisions. Ne nous faisons pas d'illusions. L'argent a toujours été le nerf de la guerre. Tu parlais des médias, vous n'avez pas d'argent, vous ne faites pas des médias. Celui qui a l'argent, il va dire sa vérité à lui. Point à la ligne. Oui, c'est ça. Les règles ont toujours marché ainsi. Les règles ont toujours marché ainsi. La France, c'est 12 millions par an. Les États-Unis premiers via les ONG. Et d'autres pays. L'Allemagne, Japon, etc. Évidemment, ceux qui financent décident.
Comment ne pas s'interroger également sur ces liens ambigus avec les ONG qui fournissent les preuves. Ce sont eux qui sont sur le terrain lorsqu'il y a des conflits avec les agents de l'ONU qui disent celui-là c'est le vilain, il faut le sanctionner. Il est très vilain. Hein? Côte d'Ivoire, 3000 morts, d'après eux. Rédigé par ces grandes ONG qui, bien sûr, avaient fait une coalition pour la Cour pénale internationale avant que la Cour ne soit créée. Dedans, nous retrouvons donc Médecins sans frontières, Amnesty International, Médecins du monde, Action contre la faim. Ici, ils sont tous, ils sont 205, 2500 ONG. C'est un groupuscule géré par M. Soros. Le président, l'ancien procureur Louis Ocampo, a travaillé pour Transparency International, version sud-africaine, ONG gérée par Soros. Voilà ceux qui décident de qui est le vilain et qui est le gentil. Quand j'étais petite, je regardais les westerns en Côte d'Ivoire, on disait le brave et le méchant. C'est triste. C'est que là, c'est la vie de personnes humaines qui sont en jeu. Et bien, au vu de tout ça, même les grandes profondeurs de cette CPI commencent à se poser des questions. L'Union africaine, qui nous dit aujourd'hui que la CPI est l'instrument d'un néocolonialisme judiciaire. Le Burundi se retire. Mais j'étais là à vous rappeler que le Burundi a voulu se retirer, mais très vite, Mme Bensouda avait fait une enquête en 1 an pour accuser un membre du Burundi. Donc il y a un Burundais qui est là-bas. Et 2 Centrafricains actuellement, dont le procès va commencer en septembre. Et un djihadiste malien. Ça n'empêche pas les juges de demander une augmentation. Ils ont tellement de travail à faire. L'Afrique du Sud, la Gambie de Mme Bensouda. Mais pour l'instant, ils ne sont pas allés au bout. Ceux qui se sont retirés, c'est la Philippine. Cette année 2019. Et même les grands défendeurs, Sénégal, Mali, Lesotho, sont obligés de reconnaître aujourd'hui les dysfonctionnements. Dysfonctionnement de la Cour. Volet numéro 2. Cas Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé. Qui ont aujourd'hui une situation hybride. Ni libre, ni détenu. Nous ne savons pas quel statut ils ont. C'est vrai. Début de mon plaidoyer, je vous interpelle tous. Suite aux conflits qui ont eu lieu en 2010, M. Laurent Gbagbo, ancien président de la République de Côte d'Ivoire, a été arrêté donc par les forces de M. Ouattara et transféré à Koroko. C'est passé sur tous les médias. Hein. Sur tous les médias. En boucle. Hein. Bien. En boucle. Pas mieux comme propagande. Hein. Il est rejoint 3 ans après, en 2014, par son ministre de la Jeunesse, M. Charles Blé Goudé. Ils vont être donc jugés pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Sachant que très vite, je rappelle que pendant qu'ils sont déférés devant cette cour, la Côte d'Ivoire n'a pas ratifié le traité et le statut de Rome. Elle a signé. Première violation du droit et des principes. Pour qu'un statut s'applique à un pays, il faut qu'il ait ratifié. La Côte d'Ivoire ne l'avait pas fait. Elle a fait rapidement en 2012. Il a été transféré en novembre 2011. Deuxième violation, il a été transféré alors même qu'aucune enquête n'avait été ouverte. C'est après que les enquêtes ont démarré. Pas de mandat d'arrêt en bonne et due forme. Le mandat est venu après, s'il vous plaît, alimenté par... Je cherche un peu son nom, je vais le trouver. Parce que ça, c'est une recherche que j'ai faite, qui était très intéressante, et dont je voudrais donc parler. C'est une ancienne membre de la CPI qui avait travaillé dans le bureau d'Ocampo, qui était devenue représentante de l'ONU pour la France,
et qui, elle, maintenant, a activé toutes ses relations pour que le mandat d'arrêt sorte très vite. Donc, il est venu très après. Troisième violation, ils n'ont pas eu droit à leurs avocats. Et quatrième, on ne leur avait pas assigné les charges qui pesaient contre eux, qui sont les principes même d'une parfaite procédure judiciaire. En 2013, je retrouve le nom de cette femme, Béatrice Le Frappé, ancienne directrice de cabinet du procureur, qui était devenue conseillère juridique de la représentation française à l'ONU, qui, elle, a tissé ses réseaux dès 2010 pour qu'il y ait un mandat d'arrêt contre Gbagbo fin novembre 2011, décembre 2011. On arrive en 2013, la chambre préliminaire, qui va donc examiner l'affaire et décider s'il faut aller devant la chambre de première instance, s'il y a suffisamment de preuves, alerte déjà le procureur et lui dit « Nous n'avons pas de preuves suffisantes pour faire un procès. Nous vous demandons donc soit de déclarer un non-lieu, soit vraiment d'avoir plus de consistance parce que ce dossier n'ira pas au bout. » Le procureur donc s'entête. Mais étrange, elle lui accorde un délai suffisant pour avoir des preuves. Pendant ce temps, il reste donc en détention. Violation du principe de la présomption d'innocence. 2016, procès débute. Jusqu'en 2019, 82 témoins. 82 témoins en 3 ans qui vont se succéder. Certains à charge devenant à décharge, des expertises médico-légales à charge allant à décharge, alors que on arrête là les frais, le juge décide d'arrêter là les frais, alors qu'il reste encore 50 témoins à voir. Il décide d'arrêter les frais. Merci beaucoup. Ça, c'est la passion. On arrive au 15 janvier 2019. Statuons donc sur la question de l'implication de M. Charles Blé Goudé et du président Gbagbo. Le président de la chambre de première instance, le juge Kuno Tafersen, décide le 15 janvier 2019 de libérer, de les acquitter. Car il n'a pas reconnu le caractère. Aucune charge n'a été, aucune preuve n'a apporté la preuve de crime contre l'humanité. Il reconnaît le caractère de la détention arbitraire des requérants et rejette toutes les accusations portées à l'encontre des deux prévenus, en se fondant sur les articles 66 et 67 du statut. Pourquoi je parle de ce statut? Parce que le statut l'a écrit, mais ça n'a pas été mis en application. Article 66, présomption d'innocence. Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie. Il incombe au procureur de prouver la culpabilité et il faut que la Cour soit convaincue de la culpabilité au-delà de tout doute raisonnable. Il n'y a eu aucun doute. Ils sont acquittés. La Chambre, dans sa décision, dit, s'il vous plaît, le procureur n'a démontré qu'il n'y avait nullement de plan commun, ni démontré que les crimes ont été commis en vertu d'une politique d'État ciblant les populations civiles. Nullement dans leur discours, les accusés ont incité au crime. Nous faisons droit aux demandes d'acquittement présentées par le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé concernant l'ensemble des charges retenues contre eux. Et nous ordonnons de procéder à leur libération immédiate et sans délai. Procureur, il y a le droit de faire appel, hein, c'est dans la procédure. Article 81. Nous dit, il faut sauver mon dossier.
il y a des circonstances exceptionnelles. Je risque de faire appel. Mais si je fais appel et qu'ils sortent, ils risquent de fuir. Et la Côte d'Ivoire a dit qu'elle n'allait plus jamais décider de juger ses pairs en dehors de la Côte d'Ivoire. Par conséquent, il faut qu'ils soient maintenus en détention le temps que je décide si je fais appel ou pas. On arrive donc au mercredi le lendemain, 15 janvier. C'est devant la chambre de première instance qu'il y a aussi cet appel. Le juge encore confirme sa décision de la veille et s'acquitte donc des garanties nécessaires pour que les deux acquittés puissent se présenter en cas d'appel. Et elle estime qu'il n'y a aucune circonstance exceptionnelle qui justifie le maintien en détention. Les circonstances exceptionnelles disent risque d'évasion, gravité de l'infraction et chance de voir la peine aboutir. On pense la faire plier, et je vous parlais tout à l'heure de l'entourloupe, non, dans le code pénal. Hein? Très complexe. On nous sort donc, le soir du mercredi, une entourloupe qui dit, il va encore avoir appel, mais cette fois-ci devant la chambre d'appel, qui joue maintenant une sorte de cour de cassation. Troisième niveau. Vendredi 18, ils sont acquittés mardi, mercredi ils sont en prison, jeudi ils sont en prison, ils restent en prison, ils sont acquittés. Et le vendredi 18, ils se présentent donc devant la cour d'appel. Qui décide qu'il faut qu'ils puissent revoir la décision en première instance et décide de fixer donc l'audience au 1er février. Les deux acquittés restent 2 semaines en détention supplémentaire. Violation de la liberté. La liberté est l'un des droits les plus importants après celui qui se rapporte à la vie. Ce droit mérite d'être protégé pour n'importe quel accusé, surtout une personne reconnue innocente, qui, de jure ou de facto, devrait retrouver la plénitude de ses droits. C'est la première fois que nous voyons que des accusés restent en détention. Le problème, c'est que les profondeurs des droits de l'homme, personne ne s'est interrogé sur ce qui est en train de se passer. Nous parlons d'une cour qui était censée prôner le droit humanitaire et les droits de l'homme. Tout le monde s'est tué. Le clou du spectacle, 1er février. On arrive, et là, on ne peut même plus plaider. On décide donc de la liberté conditionnelle, qui est une mesure d'aménagement des peines. Et je vais vous expliquer ce que c'est. Je suis encore dans les temps? Je suis encore dans les temps? Bien. Les conditions posées. Obligation de résider dans un État membre de la CPI, pointage hebdomadaire, déplacement limité au territoire de la municipalité, tout déplacement à l'étranger est sous le contrôle de la CPI du pays qui veut les recevoir, interdiction de rencontrer les témoins, etc. En fait, nous sommes dans une liberté restrictive. Pour avoir la liberté conditionnelle, selon l'article 730 du Code de procédure, il faut que ce soit le prévenu même qui en ait fait la demande. Et il faut que la peine qui lui reste à purger soit au moins égale à 3 ans. Ils n'ont pas eu de peine, ils n'ont pas fait de demande, mais on leur accorde la liberté conditionnelle. S'il vous plaît, ne pas confondre liberté provisoire demandée par le président Gbagbo et liberté conditionnelle. C'est 2 choses différentes. La provisoire, c'est on attend d'un procès, on sort. La conditionnelle, c'est-à-dire tu sors sous condition. D'accord? Très bien. Violation de la présomption d'innocence sur l'autorité de la chose jugée. Comment ne pas donc s'interpeller aujourd'hui? Je termine là mon plaidoyer. Considérons que la Cour aujourd'hui n'a pas respecté articles 5 et 7 de la Charte africaine des droits de l'homme,
7, 9, 10, 14 des pactes internationaux des droits civils et de la politique. Considérant que la Cour a refusé l'exécution d'une décision de justice, alors que son article 55 dit qu'une personne ne peut être arrêtée ou détenue arbitrairement et privée de sa liberté, nous pouvons dire qu'aujourd'hui, cette détention est arbitraire. Que devons-nous penser de ces personnes qui aujourd'hui sont là, qui ne peuvent pas rentrer dans leur pays pour tout acquitter? La nationalité. Quel statut ont-ils aujourd'hui? Exilés forcés, exilés judiciaires, apatrides. Ils sont maintenus là. L'un à Bruxelles, enfin en Belgique, l'autre à La Haye, dans un hôtel, ne sortant que dans un périmètre délimité lorsque sa femme arrive et ses enfants pour aller au parc à côté jouer. Voilà la réalité de ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire. La Cour est en train de dire que la nationalité, droit le plus important, qui justifie même que certains pays peuvent aller s'interposer dans un conflit pour protéger ses nationaux. Alors que la constitution ivoirienne dit qu'elle refuse qu'il y ait des exilés ivoiriens à l'étranger. Violation de la constitution ivoirienne et des principes fondamentaux des droits de l'homme. Mais personne ne s'insurge devant cette situation qui est en train de s'opérer en Côte d'Ivoire, pensant que ça n'existe qu'en Côte d'Ivoire. Mais si ça se fait en Côte d'Ivoire, ça se fera au Mali, ça se fera au Sénégal, ça se fera dans tous les pays africains. Tout simplement parce que nous sommes restés aveugles devant une situation injuste. Le propos n'est pas de défendre Laurent Gbagbo ou d'être une gore. Le propos est d'analyser une situation. Ont-ils appliqué la loi ou pas? La Cour pénale internationale dit le droit. Elle ne peut pas se permettre d'être approximative. En latin, on dit dura lex, sed lex. Le droit est dur, mais on l'applique. Ils ont prêté serment de dire le droit, rien que le droit. Est-ce politique de maintenir des personnes acquittées? On finira donc par dire oui. Mais vous, en tant qu'Africains, que devons-nous faire? Rester silencieux devant cette situation? Ou nous interroger, nous interpeller, décider d'agir? N'eût été la vigilance pendant 8 ans de certaines personnes appelées résistance, ce dossier serait clos. Ces mêmes personnes, aujourd'hui, doivent se dire que le combat est loin d'être gagné. Nous sommes même au début même. Le vrai combat demeure maintenant. Il y a des juristes, il y a des avocats qui connaissent la procédure. Interrogeons-nous, levons-nous pour l'Afrique. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire est grave. C'est une interpellation que je fais à chacun d'entre vous. Peu importe le pays d'où vous sortez. Ne laissons pas cette situation perdurer. Reconnaissons qu'il y a une injustice. Et faisons tout pour que la justice s'établisse. Ainsi finit mon plaidoyer. Je vous remercie. Merci Marie-Paul et merci